Il y a un lien entre les emblèmes avec la République. Les liens là se situent de manière assez simple pour les comprendre. Quand on parle de l'emblème et du totem, c'est une image qui représente un peuple. Et derrière cette image-là, il y a tout un langage. Il y a toute une puissance, permettez-moi l'expression de dire ainsi, qui vient avec cet emblème-là. Lorsque nous lisons des recherches par rapport aux emblèmes, nous remarquons que, si vous suivez, il y a même des documentaires là-dessus qui parlent des rois léopards. Mobutu avait été appelé roi léopard. Oui. Pourquoi les rois léopards? Parce que si vous regardez, selon les ethnotologistes, des gens qui étudient les comportements animaux dans leur milieu naturel, lorsque vous regardez les caractéristiques des léopards, par exemple, vous verrez que ces caractéristiques-là se retrouvent, permettez-moi de vous le dire, malheureusement, chez les Congolais. Le chef de l'État, moi je pense d'ailleurs que c'est une justice qui est totalement morte. Alors il va falloir qu'on puisse donner une thérapie des chocs, comme l'avaient suggéré les ministres, en mettant en place, en tout cas moi je les conseille, s'il aura l'opportunité de suivre cette émission, ce qu'il doit faire, il doit travailler au niveau de l'inspection générale de la justice. Mais j'aimerais vous dire, sans être un féticheur ni un sorcier, on peut attendre quelque chose. La première ministre ne fera absolument rien. Ah bon? Pourquoi? Parce que la méthode qu'il a mise en place pour résoudre les problèmes des Congolais, c'est une méthode inefficace. J'ai suivi son programme de gouvernement, nulle part où j'ai entendu la nécessité et l'urgence d'identifier le plus rapidement possible les Congolais. C'est là que le développement part. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nos dirigeants trouvent un système qui les impose la manière de gérer, ou bien ce sont eux qui oublient ce qu'ils avaient promis? Lorsque vous allez dans les différentes institutions du Congo, vous trouverez cette stratégie-là de doubler, de mettre les agents fictifs, ainsi de suite. Quelqu'un qui identifie sa population, qui leur donne un numéro d'assurance sociale qu'ils ne pourront pas trafiquer, va sauver des millions et des millions d'emplois. Il va dégager des millions de dollars qui vont lui permettre d'investir dans des routes, d'investir dans des caniveaux, d'investir dans beaucoup de domaines. Bienvenue sur Afro-Canada Télévision, mesdames et messieurs. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui pour vous monsieur Patrick Pinda, politologue, et avec lui nous allons discuter sur tous les enjeux, toutes les actualités de la République. Nous savons que les choses ne vont pas comme le souhaite la population. Monsieur Pinda, bonjour. Bonjour. Allez, c'est un plaisir pour nous de vous avoir sur Afro-Canada Télévision. Merci. D'abord, je sais que vous êtes un grand téléspectateur de Afro-Canada Télévision. Pour une première fois, vous êtes invité sur Afro-Canada Télévision. Vos impressions? Bon, c'est pour la première fois que je suis là. Merci, M. Philémon. Oui. Je ne sais pas si vous me permettez de se tutoyer. Mais bien sûr, tutoyer. Donc, voilà, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Ça fait un temps que j'ai remarqué ce que vous faites dans les réseaux sociaux. J'ai eu aussi le temps de suivre les activités que vous faites ici au Canada. Alors, je profite de cette occasion pour vous dire merci. Merci beaucoup. Parce que vous êtes en train de faire un travail très important au niveau de la communauté. Vous diffusez les informations, vous couvrez les événements de la communauté, vous donnez la parole à la communauté. C'est quelque chose de très, très apprécié. Donc, je vous dis encore merci beaucoup pour tout ce que vous êtes en train de faire. Merci beaucoup. J'espère qu'à la maison, vous suivez cette émission avec beaucoup d'attention. Je vous demanderai de suivre cette émission avec une attention très particulière parce que nous allons vraiment parler des choses très sérieuses. Monsieur Pinga, pour les gens qui vous ont suivi ici pour la première fois, s'il fallait que vous vous déclinez. Merci beaucoup de la question. Je suis Mpinga Yenda Patrick, originaire de la République démocratique du Congo. Je suis politologue de formation, formé ici à l'Université de Montréal. Je suis chercheur dans le centre privé, qui est une institution que nous avons créée, qui s'appelle Centre de recherche pour le développement du Congo. C'est là où nous travaillons pour sur des questions, voulais-je dire, de développement et surtout les liens qu'il y a entre les questions de développement avec l'immigration
parce que je suis aussi en train de faire une maîtrise en droit d'immigration. Donc, je travaille sur ces questions-là. Donc, une présentation brève. Je suis marié, père de 5 enfants. Donc, voilà. Merci beaucoup. Ça, c'est bien. Mais vraiment, avec ce bagage, vous serez utile au pays qu'ici au Canada. Effectivement, oui. Alors, vous êtes au Canada. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas trouvé où servir, dans quel coin servir la nation, ou bien c'est volontairement votre choix de quitter le pays? Merci beaucoup pour la question. Et effectivement, je suis au Canada. Ça fait aujourd'hui 14 ans et demi que je suis au Canada depuis 2010. Donc, je peux vous dire que présentement, je suis un pied au Canada, un pied un tout petit peu au Congo, parce que les centres de recherche dont je vous parlais tout à l'heure se situent justement au Congo. C'est là où nous travaillons. Nous pensons que nous sommes beaucoup plus importants. Nous serons beaucoup plus utiles au pays qu'ici. Donc, nous avons vraiment l'ambition de retourner dans notre pays pour pouvoir aider au développement de ces pays-là. C'est vrai que les gens comme vous, le pays en a vraiment besoin. Alors, nous allons rentrer dans les sujets d'actualité d'abord, avant d'aborder notre sujet qui est vraiment le sujet principal, la justice. Vous avez suivi sans doute les états généraux de la justice. En entrant, on a vu beaucoup de sujets traités sur ces états généraux, mais la conclusion, la sortie des états généraux, ça aboutit à quoi? En tout cas, merci beaucoup, M. Philemon, pour cette question. Je pense que nous avons tous suivi les états généraux de la justice en République démocratique du Congo. Nous avons aussi suivi des conclusions et un certain nombre de recommandations qui ont été faites à l'endroit de l'actuel ministre de la Justice. Je crois que les recommandations sont bonnes. Les discussions se sont très bien passées. Les problèmes de la justice en République démocratique du Congo, comme dans tous les autres secteurs, ce n'est pas un problème de recommandation ou un problème de loi. C'est le problème de l'application de ces recommandations-là. Moi, je pense, en tout cas, je peux encore accorder un petit crédit à l'actuel ministre de la Justice, Constant Moutamba, son Excellence Constant Moutamba. Nous l'encourageons, nous le soutenons pour qu'il puisse mettre en place tout ce qui a été recommandé. Et moi, en ce qui me concerne, je pense que parmi les recommandations qui ont été relevées, il y a une recommandation très très importante, une recommandation qui, à mon avis, devrait résoudre et régler tout ce que nous avons comme problème au niveau de la justice. C'est laquelle? Ils ont parlé de la mise en place, pas la mise en place, je peux dire la réforme, parce que c'est une institution qui existe déjà, l'inspection générale judiciaire. Cette institution-là, elle est capitale pour mettre de l'ordre en République démocratique du Congo. Sachant que la justice est la seule entité qui élève la nation. Exactement. La justice élève la nation, comme nous avons l'habitude de le dire. Donc, dans mon approche des choses, j'aime beaucoup plus faire des recommandations. J'aime beaucoup plus donner les idées que critiquer, parce que la critique est facile. Nous savons tout ce qui se passe au niveau de la justice. Nous savons que notre justice, je dirais qu'il n'est pas malade, comme l'avait dit l'actuel chef de l'État. Moi, je pense d'ailleurs que c'est une justice qui est totalement morte. Alors, il va falloir qu'on puisse donner une thérapie de choc, comme l'avaient suggéré les ministres, en mettant en place. En tout cas, moi, je les conseille. S'il aura l'opportunité de suivre cette émission, ce qu'il doit faire, il doit travailler au niveau de l'inspection générale de la justice. Parce que, M. Philemon, figurez-vous comment opère, je peux dire, la destruction de la justice en République démocratique du Congo. Parmi les choses qui ont été relevées, il y a la grande problématique de la corruption. Mais comment la corruption s'effectue en République démocratique du Congo? Nous avons entendu parler... C'est dans tous les domaines, même dans la magistrature, j'allais dire. Voilà. Il y a la corruption partout. Exactement. Nous avons entendu parler des magistrats véreux, des magistrats corrompus. Oui, certes, les magistrats sont véreux, ils sont corrompus. Mais ce que nous ne disons pas, qui corrompt les magistrats? Et comment ça arrive chez les magistrats? C'est là où nous proposons au ministre de travailler sur ces points-là. Les magistrats, pour votre information, vous êtes juriste, je pense que vous le savez, les magistrats n'est pas corrompu par la population. Ce n'est pas la population qui corrompt. C'est à l'interne. C'est les avocats congolais qui corrompent les magistrats. Même les magistrats savent que quand
ils ont un dossier traité avec un avocat, c'est avec l'avocat qu'il faut discuter. Bien sûr. Ah, mais va voir ton client. C'est pas avec les clients. Voilà. Va voir les clients. Maître, c'est comment? Maître, voilà. Tu ne dis rien. Il faut sécuriser. Même lorsque vous avez raison, ils vont vous dire il faut sécuriser votre raison. Vous voyez, ainsi de suite. Donc, le véhicule qui transporte la corruption en République démocratique du Congo s'appelle l'avocat. Et là, sur ces points-là, je pense que les barreaux de Kinshasa portent une responsabilité, une grande responsabilité dans la corruption qui sévit au niveau de la justice. Je pense que dans les États généraux, on n'a vraiment pas soulevé cette question-là. Maintenant, ce qu'il faudra faire, moi je suggère ceci. Ça, c'est une proposition que vous faites. Voilà, ça c'est une proposition. Je suggère ceci. Je demande à l'actuel ministre de mettre en place cette institution-là appelée l'inspection générale de la justice pour qu'il travaille dans la traque des magistrats véreux. Comment ça va opérer? Il se pose un problème de la documentation et de la revérification de toutes les audiences et de toutes les décisions de justice qui sont rendues en République démocratique du Congo. Même les juges eux-mêmes, quand ils rendent des décisions, ils mettent ça dans des plis de dossiers. Ils mettent ils mettent ça quelque part. Et puis, ils disent à leur supérieur, le dossier est classé sans suite parce que la cliente ou le client XY a dit, il a avoué, par exemple, qu'il a fait ceci, il a fait cela. Et ils remettent les dossiers, ils placent les dossiers. Eux-mêmes, les juges, ils savent que leurs supérieurs n'auront pas la possibilité d'aller vérifier les contenus. Voilà, d'aller vérifier les contenus de ce qui est dit. Voilà pourquoi le ministre de la Justice ne pourra réussir que s'ils mettent en place non seulement cette institution-là de l'inspection judiciaire, mais s'il réussit aussi à mettre en place, je peux dire, un outil technologique, une base de données qui permet de recueillir tous les jugements ou toutes les décisions de justice, voilà, comme un serveur, qui sont rendus dans l'ensemble du pays. Cette inspection judiciaire-là ne devrait pas être une institution où les gens qui travaillent là-bas sont connus. Les gens qui travaillent là-bas, je propose à ce qu'ils soient les mêmes agents. C'est la question que j'allais vous poser. Quand vous parlez de l'inspection judiciaire, est-ce que vous faites allusion qu'on mette des inspecteurs comme ceux de l'IGF, des policiers, de magistrats, qui peut être inspecteur de la justice? Pour qui peut être qui peut travailler dans l'inspection judiciaire, je crois que pour atteindre les objectifs que nous voulons atteindre, il serait mieux qu'on recrute les magistrats qui ont une bonne moralité. Avant que les magistrats ne soient recrutés dans cette institution-là, il faut qu'ils fassent preuve d'une bonne moralité. Et puis, il faut beaucoup plus recruter les avocats. Pourquoi? Parce que si vous recrutez les avocats, vous faites de ces avocats-là comme les agents doubles. En même temps, il est avocat, en même temps, il est membre de l'inspection judiciaire. Il travaille dans les secrets. Comme ce sont les avocats qui véhiculent la corruption, ça va faire en sorte que le juge qui sera en face de l'avocat ne pourra plus proposer à l'avocat un pot de vin ou une stratégie pour pouvoir avoir l'argent et rendre une décision unique. Donc, ils auront peur parce qu'ils ne sauront pas quel est l'avocat qui est devant moi. Est-ce qu'il est l'agent double ou il n'est pas agent double? Donc, ces avocats-là auront la responsabilité de travailler dans les différents tribunaux pour pouvoir aller traquer les magistrats véreux en les proposant, par exemple, admettons, prenons un exemple simple. Vous êtes un juge, moi je suis un avocat. J'ai un dossier d'un client avec vous. Je viens vous voir, je vous dis, Monsieur Philémon, bon, voilà, ainsi de suite. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver même un dilatoire, quelque chose comme ça pour faire passer mon client? Parce que voilà, ceci, cela. Vous, si vous savez que les avocats sont actuellement des membres de l'inspection générale judiciaire, vous aurez des doutes parce que ça ne sera pas connu que l'avocat X ou l'avocat Y fait partie de l'inspection générale de justice. Donc, vous allez vous dire, non, en tout cas, moi, je pense que non, cette proposition-là ne passe pas parce que vous aurez peur. À condition qu'il n'y ait pas des infiltrés aussi qui vont dénoncer les avocats, entre eux, quoi, je voulais dire. Voilà, il y a toujours un mécanisme, c'est pourquoi le mécanisme le plus important qu'il faut mettre, c'est d'abord l'anonymat. Il faut faire en sorte qu'aucun avocat qui travaille dans cette institution-là ne devrait se faire connaître comme étant un agent de l'inspection générale de justice. Donc, ça doit travailler dans l'anonymat pour aller traquer
les magistrats véreux, voire un certain nombre. Et cette inspection-là doit avoir beaucoup plus de pouvoirs. Les pouvoirs de radier, les pouvoirs d'exclure, le pouvoir même de, je propose que les pouvoirs de supprimer même les diplômes universitaires. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Quand vous êtes arrêté. Quand vous êtes arrêté en flagrant délit, on vous attrape, mais on vous amène quelque part, et puis si il faut vous arrêter, on vous arrête. S'il faut vous mettre en prison, on vous met en prison. S'il faut vous retirer les droits d'exercer comme juge, comme magistrat, on vous retire. S'il faut même aller plus loin, supprimer votre diplôme universitaire, il faut le faire pour que ça serve des leçons. Pour que ça serve des leçons et que cette institution-là de la justice soit en même de Je faire pense que le message est passé. Le ministre de la Justice, son Excellence Constant Moutamba, vous écoute et je pense qu'il va appliquer cette proposition. Voilà, nous avons plusieurs propositions là dans ce sens-là, mais comme nous sommes dans une émission, on ne peut pas tout dire. Donc, nous lui proposons vraiment de travailler. Il faut un serveur qui permet de recueillir les données de justice. Ça se fait ici au Canada. Quand vous allez dans une audience, toutes les audiences sont enregistrées, du début à la fin. Et il faut que l'inspection générale de justice soit en mesure d'extirper dans ces serveurs-là, chaque décision de justice a un numéro. Revoir la décision, 22, si ça a été... Et ils peuvent travailler d'abord dans un premier temps de manière aléatoire. C'est-à-dire, ils vont par exemple de manière aléatoire dans ces serveurs-là, ils retirent une décision de justice, ils l'analysent du fond en comble pour savoir si ce qui a été dit dans cette décision-là reflète les droits proprement dits. Merci beaucoup, Monsieur Patrick Pinga. J'espère que vous êtes... avec vous, on va vraiment avoir beaucoup de choses ici. Donc, on n'est pas seulement là pour critiquer, ça c'est vrai. Exactement. On est aussi là pour proposer. Effectivement. Parce que les dirigeants doivent savoir que nous, les journalistes, notre travail, ce n'est pas d'accumuler de charges aux dirigeants, mais c'est de leur pousser d'aller faire ce que la population attend d'eux. Exactement. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est... Donc là, par exemple, je voulais applaudir. C'est pour une première que la République démocratique du Congo aujourd'hui a maintenant des cartes, des permis de conduire. Ça, c'est quelque chose qu'on devrait normalement applaudir. En tout cas, félicitations à l'actuel ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba. Nous pensons que c'est un très bon travail qu'il a fait. Il faut continuer. Nous voulons des ministres qui bougent. Nous voulons des ministres des traces qui travaillent pour le peuple. Nous ne voulons pas des ministres qui sont là comme s'ils sont dans un royaume. Ils ne font absolument rien. Ils ne bougent pas. Ils ne sont pas actifs. Ces genres de ministres-là, nous ne voulons pas. Nous ne les voulons pas à la tête de nos institutions. Donc, félicitations à M. Jean-Pierre Bemba qu'il continue dans cette direction-là. La carte d'identité, la carte de permis de conduire est une pièce d'identité très, très importante. C'est une pièce d'identité qui peut permettre même d'avoir des données de sécurité, d'encadrement dans la ville, de respect des faits de signalisation, des embouteillages. Tout ce qui se passe au Congo est on peut retracer la personne. Est lié avec ce qui est en train de se faire maintenant. Donc, on ne peut pas décrier les embouteillages d'une part et ne pas être capable de contrôler les gens qui créent ces embouteillages-là. Vous les contrôlez comment lorsque ces gens-là ne sont pas identifiés? Peut-être nous aurons l'occasion d'en parler. Mais bien sûr, nous aurons l'occasion tout à l'heure parce que puisque nous avons traité, nous avons parlé du permis de conduire, nous allons aussi faire allusion à l'embouteillage. L'embouteillage, c'est le... Je ne sais pas. Si vous êtes bloqué dans un embouteillage aujourd'hui, prenez le temps de dormir et puis vous allez vous réveiller, vous êtes sur la même place. Donc, M. Philemon, je suis, comme je vous ai dit au départ ici, directeur d'un centre de recherche pour le développement du Congo. Nous travaillons dans beaucoup de domaines. En 2022, pas plus tard qu'il y a 2 ans passés, j'étais moi-même au Congo et il m'arrivait que j'étais pris dans les embouteillages qui m'énervaient. Alors, je m'étais proposé de faire une enquête, de faire une recherche pour essayer de comprendre mais pourquoi il y a autant d'embouteillages. Il y a autant d'embouteillages dans la ville de Kinshasa. Et les études que j'ai menées par l'observation, parce que l'observation c'est aussi une méthode scientifique très importante qui n'est plus à démontrer aujourd'hui, j'ai remarqué que dans les différents endroits où j'ai vérifié dans la ville de Kinshasa, les embouteillages ont pour cause principale les désordres. Les désordres. Les désordres. Dans quel sens les désordres? Je pèse bien mes mots, les désordres. Oui, allez-y. Vous remarquerez que ce qui crée les embouteillages à Kinshasa, il y a l'absence de respect des faits de signalisation, des codes de sécurité routière, des signalisations routières.
toutes ces choses-là favorisent les embouteillages que nous avons aujourd'hui dans la ville-province de Kinshasa. La plupart des lieux embouteillés que j'avais vérifiés à l'époque, en 2022, j'avais remarqué que tous ces embouteillages-là étaient créés dans des carrefours. Dans des carrefours où il y a 3, 4 allées, il y a des gens qui montent, les autres qui descendent, les autres qui Il faut attendre, il y a un qui va rentrer, qui va sortir. Ainsi de suite. Dans ces endroits-là, il n'y a pas de fait de circulation, il n'y a pas de signalisation qui oblige à l'un de stopper, d'attendre que l'autre passe. Le respect de premier arrivé, premier servi n'est pas appliqué. Celui qui arrive les premiers, il s'enfonce les premiers. Le motocycliste qui vient à gauche, il vous dépasse. L'autre qui veut entrer de l'autre côté. Et puis, ça finit par se boucher. Jamais, comme on dit ici au Québec, ça finit par se jammer. Et puis, vous vous retrouvez dans les embouteillages alors qu'il suffisait tout simplement de respecter le fait des signalisations, de respecter l'ordre de premier arrivé, premier partant, pour qu'il n'y ait plus des embouteillages. Donc, ce que nous disons aujourd'hui, que nous n'avons pas assez de routes, nous avons beaucoup de voitures, ça, ce n'est pas la raison. Le problème des embouteillages au Congo, c'est le désordre. Le manque d'effet de signalisation, le manque de codes de sécurité routière, le manque de respect de ces choses-là, c'est ce qui cause les embouteillages. Or, aujourd'hui, j'entends par exemple des gens dire nous n'avons pas d'argent, ainsi de suite. Mais moi, je me demande, les autorités congolaises, quelle est votre approche dans la gouvernance de la chose publique? Pourquoi attendez-vous de la part de la population une conscience que vous ne les avez pas inculquée? Quel est le rôle de l'État? Vous attendez que la population fasse quelque chose que vous ne les avez pas enseigné. Moi, je me pose la question. Oui. En écoutant même les ministres de l'Intérieur récemment, en écoutant les différents ministres, moi, je me pose la question, est-ce que ces gens-là connaissent ce que c'est un État? Est-ce qu'ils savent la définition d'un État? Ils sont des ministres, ils savent la définition. Non, ils ne connaissent pas la définition de l'État. S'ils connaissaient la définition de l'État, ils n'allaient pas se comporter comme ils se comportent. Je peux vous donner plusieurs exemples. Prenons un exemple très simple. Allez-y. Vous voulez résoudre un problème dans un pays. L'approche que les gouvernants prennent généralement, l'approche des négociations, de discuter, de faire comprendre aux gens, il faut appliquer la loi, il faut respecter. D'où leur viennent ces approches-là? Quand vous prenez un Congolais qui ne respecte pas les faits de signalisation, par exemple routière à Kinshasa, il suffit de les prendre dans un avion, de les déposer à Paris. La même journée, il commence à respecter les faits de circulation. Mais pourquoi il ne les respecte pas au Congo et qu'il arrive à Paris, il arrive à Londres, ici à Montréal, il commence à respecter? C'est tout simplement parce qu'ils savent qu'ici, la loi, c'est la loi. La loi, on l'applique. Au Congo, la loi n'est pas appliquée. Un État, par définition, ça veut dire une structure ayant le monopole de la violence légitime. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir un homme ou un groupe de gens qui se met au-dessus de l'État, qui intimide l'État. Comme les Koulouna aujourd'hui, par exemple. Comme les Koulouna aujourd'hui, par exemple. Qui disent non, moi je ne peux pas respecter les faits de signalisation, même si vous avez dit stopper, moi je ne stoppe, je ne respecte pas, je passe. La limite, la vitesse. Doit sévir. L'État doit refuser de collaborer avec les gens qui détruisent les pays. Moi, je suis la politique congolaise depuis très longtemps. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire à ce sujet. Le chef de l'État a été une fois à Goma, où il a dit nous avons des informations qu'il y a même des députés qui sont en connivence avec certains groupes armés. Ouais. Dès que j'arrive à Kinshasa, nous allons lancer les arrestations contre ces gens. Ça n'a pas été fait. Il arrive à Kinshasa jusqu'aujourd'hui. La seule personne qui a été interpellée, c'est Mwanga Tchouchou. Jusqu'aujourd'hui. Moi, je me demande, mais est-ce que le chef de l'État comprend ce que c'est un État? Même Mbosso aussi avait dit ça une fois. Il a demandé aux députés de sortir dans des groupes. Des Nord Kivu, sortez dans les groupes. Mais pourquoi supplier ces gens-là? Il les connaît. Ces gens-là devraient être en principe arrêtés nuitamment, traqués par les services de renseignement, arrêtés et mis hors état de nuire. Tout de suite, parce que l'État ne négocie pas lorsqu'il s'agit de la sécurité. Donc, le Congo souffre parce que nous n'avons pas des autorités qui ont la capacité d'appliquer, voulais-je dire, la loi telle qu'elle est écrite. C'est là le problème. Les embouteillages au Congo, pour revenir à la question que vous avez posée, c'est un problème de désordre. Il suffit que nous puissions avoir un ministre de l'Intérieur sérieux, efficace, vigoureux,
capable de travailler pour le pays, pour qu'il impose le respect. Quand les gens n'obéissent pas à la loi, mais c'est une manne financière. C'est une source financière importante. Ils vont prendre Permettez-moi de le dire, la contraventions. folie qu'il y a dans la plupart de nos compatriotes qui ne respectent pas les faits des signalisations routières, mais c'est une opportunité importante. Mais il faut savoir pour qu'on avoir est l'argent. aussi au Congo. Au Congo, même Voilà. si on donne des contraventions aux gens, où est-ce que vous allez les suivre? C'est là où vient le problème de l'identification des Et Congolais. voilà. C'est Voilà. là où vient le problème de l'identification. Tu Comment sais pas vous- où est-ce qu'il Voilà. habite, où Voilà. est-ce qu'il travaille, qu'est-ce qu'il fait dans la vie. On connaît personne au Congo. Moi, je me demande, Ouais. l'actuel Premier ministre, l'actuel Premier ministre, Madame je me demande- Judith Madame Suminwa. Suminwa. Mm. Moi, quand j'ai entendu qu'elle était économiste de formation, ainsi de suite, je m'étais dit, waouh, voilà, nous avons une mère à la tête de nos institutions, en plus économiste de formation. Qui sait comment qui récupérer sait l'argent. Comment récupérer l'argent, qui sait ce qu'elle doit faire pour que le pays change. Mais j'aimerais vous dire, sans être un féticheur ni un sorcier, On peut attendre Madame- quelque chose. la Première ministre ne fera absolument rien. Ah bon? Pourquoi? Ouais. Parce que la méthode qu'il a mise en place pour résoudre les problèmes des Congolais, c'est une méthode inefficace. J'ai suivi son programme de gouvernement, nulle part où j'ai entendu la nécessité et l'urgence d'identifier le plus rapidement possible les Congolais. C'est là que le développement part. Moi, j'étais à la place de la Première ministre, j'étais à la place de l'actuel Premier ministre, la toute première des choses que je Identification. ferais, même si j'avais trouvé $50 dans les caisses de l'État et que l'identification me prenait $40, la toute première des décisions serait enlever $40. S'il faut que je me tape des marches pour les salaires des gens, je l'accepte, mais identifiez-moi chaque Congolais. Qui est qui? Qui est qui? C'est après cela que vous pourriez avoir la possibilité de développer. Parce que vous ne pouvez pas développer ce que vous ne contrôlez pas. Il faut avoir la possibilité de contrôler les Congolais. Qu'on sache il est qui. Voilà, ils ont des numéros d'assurance sociale. On peut, lorsqu'ils ne respectent pas la loi, il y a On peut le plusieurs tracer. façons. On peut les tracer. Oui. Aujourd'hui, les secteurs banquiers, par exemple, au Congo, pourquoi les secteurs banquiers prêtent à des taux exorbitants au Parce Congo? qu'ils acceptent de risques. Ils acceptent les risques parce que les risques sont énormes. Donner ton argent à quelqu'un que tu ne connais pas, mais c'est un risque qu'on ne peut pas mesurer. Mais comment l'actuel Premier ministre pense qu'elle va développer le Congo lorsqu'elle ne priorise pas l'identification des Congolais? Mais je pense que c'est dans son programme. Il va C'est faire dans ça. son programme, mais il n'y a Ouais. pas d'urgence là-dessus. Il Oui. n'y a pas d'urgence. Nous l'encourageons de commencer par là. Tout ce qu'elle fait comme effort, si les Congolais ne sont pas identifiés, ça sera des efforts vains. Merci Sur les plans beaucoup. sécuritaires, sur les plans économiques et autres, on ne pourra pas faire grand-chose si on ne parvient pas à identifier. Puisque vous avez les Congolais. parlé des dirigeants, on va rester dans le contexte des dirigeants. On a vu les dirigeants, quand ils étaient, avant qu'ils ne prennent le poste, avant qu'ils travaillent, ils sont bourrés des projets, des bonnes paroles, des paroles qui convainquent la population qui se dit que non, ben, ce monsieur, une fois arrivé au pouvoir, il va vraiment faire ça et puis il va changer les choses. Mais quand ils arrivent au pouvoir, c'est autre chose. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nos dirigeants trouvent un système qui les impose la manière de gérer ou bien ce sont eux qui oublient ce qu'ils avaient promis? Moi, je pense tout simplement c'est l'ivresse du pouvoir, premièrement. Et deuxièmement, je pense que aussi c'est l'ignorance de... c'est l'ignorance de... Comment je peux dire de ce que c'est la politique, proprement dite. Ils ne connaissent Où pas la les politique. les gens qui sont tout autour d'eux n'arrivent pas à leur donner des conseils qu'il faut pour qu'ils comprennent exactement. La politique, au-delà de ce que l'on dit, c'est l'art de gouverner. La Oui, politique est d'abord une science. Au-delà de la C'est définition. d'abord, voilà, au-delà de la définition, c'est d'abord une science. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont été mesurées, vérifiées dans le temps et dans l'espace et qui montrent à suffisance que ça ne rate pas. Par exemple, par rapport à cette question-là, les dirigeants actuels peuvent sortir dans la grande porte ou ils peuvent sortir dans la petite porte. Tout dépend de lui, tout dépend de la façon. Ça ne dépend pas des gens avec qui il travaille. Ça dépend pas des gens avec qui il travaille, ça dépend de lui. Je crois que tous ceux qui travaillaient avec l'ancien président Joseph Kabila lui disaient reste au pouvoir, tu vivras bien, nous allons rester très longtemps. Parce que les gens qui travaillent tout autour du chef, ce sont eux le premier profiteur, le premier bénéficiaire du pouvoir d'un chef. Les premiers jouisseurs. Voilà, les premiers jouisseurs. Alors ces gens-là, ils ne sont pas d'avis que les chefs abandonnent le pouvoir.
C'est pourquoi généralement il conseille au chef, non, reste, ainsi de suite. Mais que nous dit la science? Lorsque nous lisons dans la science, comme je vous ai dit que je suis politologue de formation, nous savons qu'un pays qui quitte l'état de la dictature et qui embarque dans la transition démocratique dépasse difficilement la période de 10 ans de stabilité. C'est là où j'aimerais attirer l'attention de ceux qui gouvernent le Congo. Il a été démontré scientifiquement que les pays qui sont dans la dictature, lorsqu'ils quittent la dictature et qu'ils entrent dans la transition démocratique, ils dépassent rarement la période de 10 ans. Ils finissent par retomber encore dans la dictature. Ce qui veut dire que... Mais nous, on a passé 18 ans avec Kabila déjà, c'est la démocratie. Non, bon, voilà, quand vous regardez tout ce qui se disait, tout ce qui est dit sur le régime de Kabila, ce n'était pas un régime démocratique. En tout cas, moins que je me trompe, mais ce n'était pas un régime démocratique, c'était un régime autoritaire. En tout cas, la science est d'avis que le régime de Kabila, père et fils, ce n'était pas un régime démocratique. Donc, lorsque nous regardons cette période-là, nous pourrons dire que d'abord, c'est quoi la démocratie? C'est le pouvoir du peuple par les peuples et pour les peuples. Donc, Kabila a organisé certes les élections de 2006, mais vous savez ce qui s'est passé. 2011, vous savez aussi ce qui s'est passé. Aujourd'hui, l'alternance que nous avons eue au sommet de l'État, c'est quand même un bon signe qui montre que il y a la démocratie. Il y a la démocratie. Mais l'actuel chef de l'État risque de replonger les pays dans une dictature extraordinaire, tout simplement si il ne fournit pas l'effort d'accomplir les plus grands défis. Le plus grand défi de l'actuel chef de l'État, ce n'est pas de construire des routes, ce n'est pas de faire ce qu'il fait. Son plus grand défi, c'est de transmettre le pouvoir pacifiquement tel qu'il l'a reçu. C'est ça le plus grand défi de l'actuel chef de l'État. Mais le chef a dit qu'il ne va pas briguer un troisième mandat. Transmettre le pouvoir pacifiquement tel qu'il l'a reçu. Si l'actuel chef de l'État peut accomplir cette mission-là, en tout cas, selon moi, il sera le plus grand héros national que nous avons connu, parce que peut-être nous aurons l'occasion de parler de ses prouesses une autre fois. Oui. Le fait d'avoir récupéré les pouvoirs entre les mains de néocolonialistes, avec l'ère proxy, les Rwandais et autres, parce que ce n'était pas les Rwandais qui dirigeaient le Congo, c'était les néocolonialistes au travers du Rwanda. Et l'actuel chef de l'État a réussi à faire sortir le pays entre les mains de ces néocolonialistes-là. C'est une prouesse extraordinaire. Mais là, dans la ligne où vont les choses, s'il ne fait pas attention, il risque de gâter tout ce qu'il a fait comme travail, surtout s'il cherche à se cramponner au pouvoir, à changer la constitution pour demeurer aeternam ad vitam. On va parler de la constitution, pouvoir, bien sûr, mais on reste d'abord sur les dirigeants. Une manœuvre très dangereuse. Les dirigeants, aujourd'hui, ils ne rendent pas service comme le peuple l'attend. Ça, c'est sûr. Parce qu'aujourd'hui, on se dit, partout à Kinshasa, le peuple pleure. Il n'y a pas de route. S'il pleut, c'est l'inondation partout dans la ville. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Mais c'est le même problème que le peuple a pleuré depuis des années. Et espérons qu'avec Félix Tshisekedi, on aurait la solution. Mais jusque-là, on n'a pas la solution. On n'a pas la solution parce que l'approche de ceux qui nous gouvernent, leur approche, vous savez, quand vous êtes un intellectuel, vous comprenez exactement, vous allez comprendre ce que je veux dire. Quand vous étudiez, on vous montre toujours que chaque problématique a une méthodologie qu'il faut mettre en place pour la résoudre. Lorsqu'on vous donne une problématique, on vous dit, vous devez décrire d'abord les problèmes, vous devez mettre en place une méthodologie, vous devez chercher les résultats et par la suite l'appliquer. Cette façon d'étudier-là, ce n'est pas une façon vaine, c'est une façon faite à dessein pour résoudre les problèmes. L'approche des dirigeants congolais pour résoudre les problèmes des Congolais est très très mauvaise. Par exemple, lorsque vous lisez la Constitution, dans le premier article, je crois le deuxième article de la Constitution, vous voyez qu'on impose le recensement et l'identification des Congolais, comme ce qui devrait être fait en privé. C'est pas pour rien que le législateur l'a mis en avant-plan. Parce que le législateur sait qu'il n'y a pas de développement sans la maîtrise effective de la population, sans l'identification singulière de la population. Je vais vous donner un exemple très simple. Si aujourd'hui, dans les différentes institutions que nous avons au Congo, si les Congolais étaient identifiés et qu'on lui attribuait les numéros d'assurance sociale, savez-vous ce qui allait arriver? Tous les doublons, les triplons, les quadriplons, je ne sais quoi, que nous avons dans nos institutions,
seraient déjà élagués. Les Parce employés que, fictifs. voilà, les employés fictifs. Ces employés fictifs-là, j'avais suivi l'actuel chef de l'État, a dit que nous avions l'effectif d'environ 80 militaires, 80 000 militaires. Mais selon les données des armées, on disait qu'on avait une armée de 150 000 militaires. Lorsque vous allez dans les différentes institutions du Congo, vous trouverez cette stratégie-là de doubler, de mettre les agents fictifs, et ainsi de suite. Quelqu'un qui identifie sa population, qui leur donne un numéro d'assurance sociale qu'ils ne pourront pas trafiquer, va sauver des millions et des millions d'emplois. Il va dégager des millions de dollars qui vont lui permettre d'investir dans des routes, d'investir dans des caniveaux, d'investir dans beaucoup de domaines. Mais lorsque vous arrivez dans les pays, vous fonctionnez comme avait fonctionné Kabila. Vous ne faites pas de réformes. Vous sortez des fonds sans pourtant savoir ça va où. Vous n'identifiez pas les Congolais. Mais comment vous allez développer les pays? Moi, par exemple, aujourd'hui, je suis aussi un opérateur économique. Si je vais emprunter l'argent au Congo, oui, je peux emprunter parce que je suis identifié, j'ai des identités d'ici. Mais j'ai, par exemple, une entreprise au pays, mais quand ils vont dans des banques pour chercher des financements, mais les taux sont insupportables. Or, à mon niveau, au niveau des PME, les gens peuvent être déjà capables de mettre un certain nombre de politiques en place, des stratégies pour développer leur pays. Parce que le pays n'est pas développé que par les gouvernants. Mais les gouvernants doivent mettre en place des mécanismes qui permettent aux gens de s'épanouir. Mais lorsque ces gens-là ne sont pas identifiés, ils ne peuvent rien faire. Donc, il y a des choses prioritaires que ces gouvernements devraient faire, qu'ils ne font pas, et ce sont ces choses-là qui plongent les pays dans les chaos tels que nous sommes en train Donc, quoi que nous puissions attendre de cette République, tant que l'identification n'est pas faite, rien ne va marcher. Je suggère, je plaide que l'actuel Premier ministre commence par là. Ça doit être son cheval de bataille. Il doit traquer les voleurs, traquer ceux qui veulent trafiquer ces données-là. Ces données-là sont très, très importantes sur tous les plans, même sur les plans sécuritaires. Vous ne pouvez pas sécuriser un pays lorsque vous n'identifiez pas les gens, vous ne les maîtrisez pas. Aujourd'hui, quelqu'un qui égorge un homme ou une femme dans les Kwamutu là-bas, qui se déplace du jour au lendemain, qui arrive au Congo central, qui va par-ci par-là, qui les connaît? Personne ne le connaît. Qui sait que cette personne a été il a fait quelque chose, il a égorgé, il a tué. Mais lorsqu'ils sont identifiés avec un numéro unique, il y aura une base de données, on mettra telle personne arrêtée à tel endroit, il a fait ceci, il a fait cela, et ces personnes-là, même l'identification sera même un moyen de dissuasion, un moyen dissuasif qui va commencer à dissuader les gens de commettre le mal parce qu'ils savent que nous avons les numéros qu'on ne peut pas trafiquer, on ne peut pas changer. Aujourd'hui, quelqu'un peut s'appeler Mabouilou. Il part dans un autre endroit, il s'appelle Mabila. Comment vous les retracez? Mais s'ils sont identifiés, tout de suite, on va les retracer avec les numéros et puis ça va Merci permettre beaucoup. au pays Pour les gens qui nous ont pris en court chemin, on est avec M. Patrick Pinga, il est politologue. Avec lui, on est en train de parler République. En tout cas, le pays a beaucoup de potentiel, que ce soit dans les minéraux comme dans les ressources humaines. Ça, c'est vrai. On a des gens qui réfléchissent, qui ont de propositions très importantes à donner pour la bonne marche de notre chère République démocratique du Congo. Alors, M. Patrick, avec vous, on va bientôt chuter, mais je voudrais savoir, est-ce que la révision ou le changement de la Constitution a-t-elle une raison d'être en ce moment? Merci beaucoup. C'est un sujet important qui fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive dans notre pays. Le chef de l'État en a parlé plusieurs fois. D'abord à Kisangani et par la suite dans les Katanga. En tout cas, je crois, si vous voulez mon point de vue là-dessus, je dirais je suis pour la révision de la Constitution et non pour le changement de la Constitution. La différence est très simple. La révision, c'est tout simplement des modifications, des retouches qu'on fait sur l'actuelle Constitution. Lorsque vous êtes un gouvernant, que vous venez avec des politiques claires, il est possible d'amender une Constitution, de faire des retouches. Ça s'est fait partout ailleurs. C'est pour cela même que l'actuelle Constitution prévoit en son sein le mécanisme de sa révision. Il parle par exemple qu'il est possible de réviser la Constitution à l'exception
d'un certain nombre de choses, notamment lorsqu'il y a l'état de siège et puis lorsqu'il y a aussi l'état de guerre. C'est dans ces conditions-là qu'on ne peut pas réviser la Constitution. Donc, maintenant, je suis contre pour les changements parce que nous devons, comme je vous ai dit ici tout à l'heure, au départ, que les défis qu'a l'actuel chef de l'État, c'est de transmettre les pouvoirs pacifiquement. S'il transmet les pouvoirs pacifiquement, ça va créer une sorte de stabilité et le pays pourra espérer vivre un développement pérenne. Donc, je disais cela pourquoi? Parce que si aujourd'hui, on change la Constitution, qui est mauvais, selon vous? Voilà, qui est mauvais. Si on la change, pas selon moi, moi j'ai dit ceci, la Constitution actuelle, elle est bonne, mais il faut qu'elle soit amendée. Il y a un certain nombre de choses qui doivent être révisées. Ça, c'est vrai. Maintenant, quant à dire qu'elle est mauvaise, il faut carrément la changer, j'ai dit faux. Pourquoi? Parce que l'actuelle Constitution prévoit une sorte de stabilité des institutions. Le fait de dire que le gouvernant, ceux qui gouvernent, le chef de l'État, a la possibilité de faire qu'un seul mandat renouvelable une seule fois, c'est déjà une possibilité qu'on donne aux Congolais de gouverner leur pays et d'amener de nouvelles idées. Nous ne voulons pas des gens qui se cramponnent au pouvoir, qui restent là éternellement, comme s'il n'y avait que eux qui ont des idées. Ça, c'est une manière révolue que nous avons refusée en choisissant cette constitution. Si on veut la réviser, oui, mais si on veut la changer, on la change pourquoi? C'est cela la plus grande question. On la change pourquoi? Je suis d'ailleurs, pour votre information, en train d'écrire un livre très important qui va être en tout cas très très bientôt. Je suis en train de finaliser le dernier chapitre où nous parlons, parce que nous l'écrivons avec un autre jeune frère, un chercheur aussi, comme moi, nous parlons de l'importance de chasser les léopards de la République démocratique du Congo. Les léopards. L'emblème de la République démocratique du Congo qui figure dès l'article 1er de cette constitution. Lorsque vous lisez l'article 1er de la Constitution, on donne les emblèmes de l'État. Et dans les recherches que nous avons menées, vous pensez que les emblèmes ont un impact? Nous démontrons dans cet ouvrage-là que les emblèmes ont un impact significatif dans la mentalité de toutes les populations où elles sont appliquées. Ça, nous le démontrons. On avait les léopards, on est venu avec les lions. Aujourd'hui, on est encore les léopards. À l'époque belge, on avait les lions. C'était pas un hasard, un lion avec une couronne royale. Et puis après, à l'époque de Mobutu, il est venu avec les léopards. Et puis par la suite, Mouzé est venu avec les lions. Et par la suite, Kabila a remis, Kabila fils, a remis les léopards en 2006. Nous pensons qu'il va falloir qu'on change ces emblèmes-là le plus rapidement possible, parce que dans cet ouvrage-là, nous montrons l'impact des emblèmes dans la mentalité. En bref, tout ce que nous décrions ici. Dites-nous d'abord en bref le problème de l'emblème. C'est quoi le problème? C'est quoi les lions? C'est quoi les léopards? Et c'est quoi le problème avec la République? C'est quoi le problème avec... Il y a un lien entre les emblèmes avec la République. Les liens là se situent de manière assez simple pour les comprendre. Quand on parle de l'emblème et du totem, c'est une image qui représente un peuple. Et derrière cette image-là, il y a tout un langage. Il y a toute une puissance, permettez-moi l'expression de dire ainsi, allez-y. Qui vient avec cet emblème-là. Lorsque nous lisons des recherches par rapport aux emblèmes, nous remarquons que, si vous suivez, il y a même des documentaires là-dessus qui parlent des rois léopards. Mobutu avait été appelé roi léopard. Pourquoi les rois léopards? Parce que si vous regardez, selon les ethnotologistes, des gens qui étudient les comportements animaux dans leur milieu naturel, lorsque vous regardez les caractéristiques des léopards, par exemple, vous verrez que ces caractéristiques-là se retrouvent, permettez-moi de vous le dire, malheureusement, chez les Congolais. La plupart des Congolais. C'est quoi les caractéristiques des léopards? Deux, trois choses. Allez-y, c'est tout un livre. Non, mais soyez bref. Je vais vous dire deux, trois choses. Oui. Avez-vous déjà vu un léopard qui chasse à deux? Non. Avez-vous déjà vu un léopard qui attrape sa proie et qui les partage, qui les mange en famille? Non. Le léopard, c'est un animal froid, très méchant, un prédateur extraordinaire. Lorsqu'il attrape sa proie, il l'amène dans un lieu éloigné. Il peut même monter sur un arbre avec ça. Dans un lieu où les autres ne pourront pas arriver, pour qu'il ait le temps de consommer
tout ce qu'il a pris par lui-même. Regardez la mentalité des gens qui nous gouvernent, même des Congolais de manière générale. Égoïste, avare. L'égocentrisme, l'égoïsme. Et lorsque nous lisons des recherches, nous voyons que Mobutu avait pris l'emblème du léopard c'était un message. Il y a des données scientifiques là-dessus, des écrits scientifiques qui montrent que c'était un message qui montrait que je ne partage mon règne avec personne. Parce que le léopard, ce n'est pas un animal qui partage. Ce n'est pas un animal Partie qui connaît... unique d'abord. Voilà, c'est un animal, c'est pas un animal qui connaît la communauté. Or, un grand pays comme le Congo, vous ne pouvez pas le développer par vous-même. Ce n'est pas possible. Il viendra le temps où nous parlerons du développement. Ça, c'est avec le léopard. Allons voilà. Avec le lion. Les lions. Oui. Non, les lions, c'est un animal très, très important. Un roi de la forêt d'abord, un animal qui est très, très familial. Il vit presque comme en famille. Voilà, il vit en famille, il chasse en famille, il amène les proies en famille. Il y a même des endroits où lorsque la lionne part chasser, il amène les proies à la maison, les enfants mangent, le monsieur parfois qui n'est pas allé chasser, il vient, il se sert, il mange, ainsi de suite. Donc, c'est une étude comparée que nous avons menée. On montre les emblèmes de plusieurs pays et fort malheureusement, tous les royaumes du monde, presque tous, ceux qui ont les emblèmes des léopards, des lions, de l'aigle, sont des nations très, très, très puissantes. Il viendra le temps où on parlera de ces livres-là quand ça va sortir. On va parler du livre quand ça sera disponible. Donc, il faut changer cet emblème-là parce qu'aujourd'hui, les Congolais... Vous souhaitez qu'on mette quoi? Qu'on revienne avec le lion ou bien on choisit l'aigle? En tout cas, ou si bien ça autre dépendra chose. de moi, on choisira l'aigle. L'aigle. Parce que le Congo, c'est un grand pays. On choisira l'aigle, il volera très haut, il aura une grande vision et c'est un oiseau assez formidable. Choisir les léopards comme l'a fait Mobutu et Kabila et nous voyons leur comportement par rapport à la gestion de la chose publique. Nous voyons la prédation qu'il y a eu et qu'il y a encore jusqu'à aujourd'hui sur les caisses de l'État. Qui continue avec Félix Antoine Tshisekedi. Cette mentalité léopardienne doit être malheureusement élaguée en République démocratique du Congo. Alors, il viendra un temps où nous allons... Alors, si jamais le président de la République décide de changer, parce que là, il se passe entre réviser et changer. Bon, si jamais le président décide de changer, est-ce que la population doit appliquer l'article 64 de la Constitution? En tout cas, je pense que ça sera je ne lui conseillerais pas cela. Ça sera une manœuvre très, très dangereuse de sa part de tenter de changer la Constitution, de mettre une nouvelle Constitution parce qu'il a fait son temps. Nous l'avons beaucoup soutenu, nous l'avons beaucoup supporté, nous l'avons beaucoup aimé. Mais je peux vous dire, moi, je n'ai pas ma langue dans ma poche. Je crois qu'il nous a beaucoup déçus. Il nous a beaucoup déçus en faisant quoi, par exemple, en laissant les désordres qu'il y a au pays. Les désordres qu'il y a au pays. Les mêmes choses qu'on a décrites. Permettant aux gens de piller dans la caisse de l'État et puis de continuer à circuler à Kinshasa librement. Ça, c'est quelque chose, en tout cas pour moi, pour nous les Congolais, son défunt père, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, disait en son temps, j'aimerais le citer, Mboka ekufi poana muyibi. Qui ne le sait pas? Mais aujourd'hui, quel est le bilan de l'actuel chef de l'État en matière de lutte contre la corruption? Oui, on peut dire l'IGF est là, mais combien sont en prison parce qu'ils ont des... Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est en prison parce qu'il a détourné? Qui? Tous sont sortis. Le tombeau est vide. Voilà. En tout cas, pour cela, nous lui disons qu'il a fait son temps. S'il veut rester dans les annales de l'histoire, qu'il travaille pour transmettre les pouvoirs pacifiquement auprès d'un autre Congolais qui viendra avec un esprit de maître de l'ordre. Parce que ces pays-là meurent faute de l'ordre. Okay. Le pays meurt faute de l'ordre. Parole de M. Patrick Pinga. Pour une dernière question, dans tout ça, quelle est la part de la population? En tout cas, la part de la population... Responsabilité comme bénéfice. La responsabilité comme bénéfice, je vous dirais en vous regardant dans les yeux que la population n'a aucune responsabilité. Elle n'a aucune responsabilité. On dit, il y a un adage qui dit, il n'y a jamais une mauvaise troupe, il n'y a qu'un mauvais chef. Il y a un adage qu'utilisait beaucoup Etienne Tshisekedi wa Mulumba, il disait, Mbisi epolaka na mutu. C'est-à-dire que lorsque vous êtes père d'une famille, vous devez être capable
de nourrir vos enfants, de les prendre en charge, de les supporter. Quand on est dirigeant d'un État, on vient apporter des solutions et on n'attend pas à ce que cette population-là soit en mesure de comprendre ce que vous êtes en train de faire. Non, la compréhension peut venir lorsque la population est éduquée, est suffisamment éduquée. Or, la responsabilité d'éduquer aussi la population incombe à l'État. Pas au président, mais incombe à l'État. L'État doit être capable d'éduquer sa population pour que celui-ci soit en mesure de comprendre même le fonctionnement de la démocratie, le respect des institutions, le respect de la chose publique, le civisme. Il ne faut pas faire ceci. Mais tout ça, ça vient de l'éducation. Or, l'éducation, qui doit la donner? C'est l'État. Donc, c'est pour vous dire que la population, pour l'instant, la seule chose qu'elle a, sa part, c'est la souffrance et la misère. Jusqu'à ce qu'il ait des autorités qui sont capables, permettez-moi de le dire de manière assez vulgaire, qui sont capables de les fouetter lorsqu'il faut les fouetter, de l'aimer lorsqu'il faut l'aimer, de lui montrer l'amour lorsqu'il faut lui montrer l'amour. La population a besoin d'un guide, d'un père, d'un État. Quand je parle d'un guide, je ne parle pas forcément des chefs de l'État, mais je parle d'un État qui est capable de montrer à cette population ce qu'il doit faire. Ce n'est pas normal. Moi, j'arrive par exemple à Kinshasa. Oui. Vous voyez, je me promenais un jour avec un frère à moi qui est juriste. Il achète une banane, il mange, et puis 2 pas après, il jette. Et puis là, je me dis, non, on ne peut plus continuer comme ça. Il me dit, puis nous, notre mentalité pour jeter. Non, mais c'est ramasse. Ramasse, on va trouver une poubelle pour jeter ça. Donc, vous voyez que cette mentalité-là ne pourra pas... Il y a même des organisations que les chefs de l'État nommés, organisations de changement de mentalité, commission de changement. Je me demande, qu'est-ce que ces gens-là font? Pourquoi vous entendez une nouvelle mentalité de la part d'une population lorsque vous n'avez pas inculqué cette mentalité-là dans ce peuple-là? Il y a des gens même qui parlent du patriotisme. Oh, les gens n'aiment pas les pays. Mais écoutez, dans les recherches scientifiques, c'est pourquoi j'aime la science que j'ai faite, parce qu'elle m'a tellement ouvert les yeux qu'il y a des choses que je comprends assez facilement. On ne peut pas aimer les pays par hasard, ni par coïncidence. Ce n'est pas naturel. On n'aime pas. Quand tu vois tous les Américains, presque tous, ils sont prêts à mourir pour leur pays. Ils vantent leur pays. Ce n'est pas un fait d'hasard. Il y a des politiques qui sont mises en place pour créer le patriotisme. Le patriotisme se crée aussi. Il y a ce que l'on peut faire, pour créer de l'amour, pour que les gens aiment leur pays. Or, tout ce qui est fait présentement, il n'y a pas de politique qui pousse les Congolais à aimer leur pays. Au niveau de l'éducation, au niveau du tourisme, il y a la façon de travailler pour que les gens aiment leur pays. Donc, la population, pour l'instant, c'est comme des enfants qui cherchent à être guidés, qui ne sont pas guidés. Vous avez des enfants à la maison. Est-ce que vous attendez des explications de vos enfants quand il faut leur demander de faire ceci ou cela? Non. Vous attendez à ce que l'enfant vous propose. Donc, l'âge, permettez-moi de le dire ainsi, l'âge de la maturité politique des Congolais est un âge qui nécessite encore un accompagnement. C'est pourquoi, pour bien gouverner le Congo, il faut à la fois être démocratique et à la fois avoir la rigueur dans l'application de la loi, même si on vous appelle dictature. Mais s'il faut appliquer des mesures fortes pour redresser le pays, il faut les faire. Il ne faut pas attendre de la population une certaine bonne volonté, comme si ça viendrait, ça tomberait du ciel. Non. Merci beaucoup, Monsieur Patrick Pinga. C'est pour un premier numéro que nous avons reçu le politologue Patrick Pinga. J'espère que nous l'aurons encore dans d'autres éditions. Un dernier mot. Bon, en tout cas, un dernier mot, je pourrais dire, je vous remercie d'abord pour l'opportunité que vous m'avez accordée aujourd'hui de m'adresser à notre peuple. Vous êtes toujours le bienvenu. Puis, dernier petit mot que je pourrais dire au ministre Moutamba de mettre en place un système informatique qui permet de recueillir toutes les décisions judiciaires de la République. Aujourd'hui, c'est facile, ce n'est pas compliqué. Il ne faut pas dramatiser les choses. Oh, c'est compliqué, ça va coûter. Non. S'il est limité dans ce domaine-là, il peut nous contacter autrement. On pourra l'aider, lui mettre en place avec des entreprises dans le monde qui peuvent l'aider à mettre en place de véritables bases de données qui lui permettent de recueillir toutes les décisions judiciaires. Et cette inspection générale de justice-là devra travailler dans le secret avec ces données qu'il recueille de temps en temps de manière aléatoire pour aller attraper des magistrats véreux, comme nous l'avons dit, appliquer la justice. Et aussi, les avocats doivent être recrutés
comme des agents doubles qui travaillent pour l'inspection et aussi qui sont des avocats pour traquer, attraper les justices. Et le dernier mot encore, auprès de Madame la Première ministre, privilégier l'identification des Congolais. C'est la chose la plus importante. Tout ce que vous faites là sans l'identification, ça aboutira absolument à rien. Merci beaucoup, monsieur Patrick Pinga. Vous avez suivi cette émission. Si vous a plu, n'oubliez pas de partager. Et puis, on se revoit pour la prochaine. Merci.